Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour ce nouveau temps des ateliers de la pensée co-organisés par le Festival d'Avignon, Mediapart et la Revue du Crieur, intitulé Penser le monde après-demain. Si la traduction peut être définie comme un savoir-faire avec les différences, chercher à penser ce que sera la traduction dans un avenir proche ou plus lointain est important pour imaginer ce que sera notre monde demain, s'il sera entièrement assisté par ordinateur, comme l'est la traduction, s'il sera dépossédé par les ordinateurs, ou au contraire, si on pourrait être plus fin que ces ordinateurs. Parce qu'au-delà de ces questions un peu techniques, la traduction est sans doute en effet l'un des grands enjeux sociétaux et politiques dans un monde globalisé, puisque traduire, c'est préférer à une communication rapide et basique dans un véhicule souvent dominant et plus ou moins artificiel, qu'il s'agisse du Global English ou de Google Translate, un véritable travail toujours recommencé sur non seulement les langues, mais aussi les cultures et les visions du monde. Pour réfléchir donc à l'après-demain de la traduction, j'ai le plaisir d'accueillir Barbara Cassin. Bonjour. Bonjour. Vous êtes philosophe, philologue. Parmi vos ouvrages importants, on peut citer le fameux et fabuleux Dictionnaire des intraduisibles, qui est assez épais, donc là je ne l'ai pas pris avec moi. L'ouvrage qui s'appelle Éloge de la traduction compliquée l'universel, qui était paru chez Fayard, et notamment le catalogue de l'exposition que vous aviez dirigé au MUSEM, Après Babel traduire. Il y a d'autres livres que vous pourrez trouver ensuite à la table de la librairie du festival. Mais puisqu'on fait un peu de prospective, on peut déjà annoncer qu'à la rentrée prochaine, on pourra lire Qu'en dire, c'est vraiment faire. C'est toujours aux éditions Fayard. J'ajoute, pour finir cette présentation, que le 3 mai dernier, vous avez été élue à l'Académie française. Donc vous êtes une 9e femme sous la coupole, c'est ça? Je crois. Donc bienvenue à la fois sous la coupole et au Festival d'Avignon. Je vais vous poser une question que je pose à tous les invités qui veulent bien venir tous les matins à 11 h pour d'abord une petite heure d'échange entre nous et ensuite on ouvrira la discussion à l'Assemblée. Est-ce qu'après-demain, c'est pour vous un bon poste d'observation et comment vous le définiriez alors? Je ne sais pas le définir, c'est juste plus loin que demain, c'est tout. Et je ne sais pas comment plus loin. C'est-à-dire, je ne sais pas à quel moment on passe d'un temps à un autre. Et si après-demain veut dire au moment où on aura changé de temps. C'est-à-dire au moment où les choses essentielles aujourd'hui, qui seront sans doute encore un peu essentielles demain, ne le seront plus. Et je pense que ce que vous voulez savoir, c'est qu'est-ce qui sera essentiel dont on n'a pas idée. Exactement. Donc, tout ce dont vous avez parlé jusqu'à maintenant, c'est-à-dire, par exemple, la traduction assistée par ordinateur, on en a déjà idée. Bon, ça va s'arranger, ça va être de plus en plus intéressant, de plus en plus interactif et ça va être de moins en moins, comment dirais-je, concurrentiel et de plus en plus complémentaire. Bon, avec la traduction faite par homme et faite par intelligence non artificielle et faite par culture non artificielle. Et ça, on en reparlera, je pense. Bon, donc ça, on en a déjà idée. Alors vous me demandez d'avoir idée de ce dont on n'a pas idée. Ben non, j'en ai pas. Alors, je vais quand même vous demander un peu ça, mais sur des idées, sur des domaines où vous avez quand même beaucoup d'idées, à savoir les langues et les traductions. Et peut-être en commençant, parce que dans ce cas, effectivement, comme on ne peut pas avoir l'idée de ce qu'on ne peut pas avoir idée, on peut quand même peut-être faire des scénarios. Et vous, pour les langues, vous repérez 2 scénarios un peu catastrophes, hein, il faut bien le dire. Oui. C'est d'une part le globish et d'autre part le nationalisme ontologique. Alors, est-ce que vous pouvez me préciser, définir ce que sont ces scénarios et en quoi c'est des catastrophes? Oui, ça c'est simple. Le globish, le Global English, vous en avez parlé, ça serait une langue de communication et de pure communication qui remplace toutes les autres et qui, au fond, les invalide. C'est-à-dire que c'est plus la peine de savoir parler ni français ni anglais, ni quelque langue vernaculaire que ce soit, assise sur une culture et sur des auteurs qui peuvent être aussi bien oraux, c'est pas le problème. Mais donc, qui est assis sur des œuvres et des hommes et des auteurs. Donc ça, on peut dire que d'une certaine manière, le Global English, le globish, qui est aujourd'hui universellement parlé, et on a besoin d'une langue de communication, mais il ne faut pas que cette langue-là éradique les autres et les rende inutiles et les rende même inaudibles. Ça, pour moi, c'est un scénario catastrophe. C'est-à-dire qu'on n'ait plus besoin d'apprendre sa propre langue ou ses propres langues.
je pense qu'en effet, chacun il peut se faire qu'on parle plus d'une langue et plus d'une langue maternelle. Moi, j'ai par exemple des amis, je pense à Souleymane Bachir Diagne, avec qui je travaille très souvent, qui est aujourd'hui à Columbia Université, qui a été normalien rue d'Ulm et qui est de Dakar. Et ses parents ne parlaient pas la même langue à Dakar. Ils étaient de deux ethnies différentes. Donc, il me disait, je ne sais pas quelle est ma langue maternelle. Et c'est vrai. Bon, il ne sait pas quelle est sa langue maternelle. Donc ça, c'est une situation très intéressante et qui peut peut-être se généraliser. Donc, bon, et vous voyez, ça n'est pas du tout le globish. C'est plutôt du différentiel complexe et intéressant. Un savoir-faire avec les différences, comme selon ma définition de la traduction que vous rappelez en introduction. Oui, mais bon, alors je la reprends. C'est la traduction, voilà. On a le droit de les reprendre. Oh oui. Donc, une langue de pure communication et plus... Et les autres langues, celles que je pourrais appeler les vraies langues, qui ne cessent de bouger, hein, qui sont toujours en énergie, les vraies langues comme des dialectes qu'on parle chez soi et puis plus jamais ailleurs. Bon, ça c'est dramatique. Et qu'on n'exporte pas, qu'on n'apprend pas, qu'on n'enseigne pas, qu'on ne traduit pas. Bon, ça c'est le premier scénario dramatique et l'Europe s'oriente assez facilement vers ça. Et si j'ai à dire quelles sont les œuvres qui sont écrites en globish, eh bien je dois dire que ce sont les dossiers de soumission à Bruxelles. Les dossiers de soumission à Bruxelles, bien entendu, vous avez le droit de les écrire en français, mais on vous explique qu'on va les faire traduire parce que de toute façon... Pourquoi? Pour obtenir des financements? Du fric, oui. Le fric, ça dépend du globish. Et ce fric-là, c'est un fric qui dépend du ranking. Et si je m'exprime en anglais, c'est bien parce que c'est comme ça. Et on doit faire des issues, des deliverables, et tout ça, c'est ranké. Et on est donc, si vous voulez, dans un Google monde, où la qualité est une propriété émergente de la quantité. Bon, ça, on pourra y revenir. Mais le dramatique dans tout cela, c'est que les experts ont comme seule langue commune le globish. Ils n'ont même pas l'anglais, puisqu'ils parlent très mal anglais. Hein, il y en a très peu qui ont l'anglais comme langue maternelle. Donc la seule langue de communication, c'est du globish. Et à partir de ça, à partir de dossiers qu'on traduit en globish, si vous ne le faites pas vous-même, à grands frais entre nous, parce que quand un Français traduit en bon anglais, par exemple, il est sûr de ne pas avoir d'argent. Il y a des officines spécialisées en globish en France. Bon, donc et tout ça est vraiment une question d'accès au financement. Donc c'est dramatique. Hein. Donc le globish a donc partie liée avec le ranking, et ça, c'est une chose terrible, hors culture. Je ne suis pas contre le fait de savoir demander un café et d'être comprise en globish à Taman Rasset. Je trouve ça formidable. Je suis pour. Il y a toujours eu des langues de circulation. C'est pas le problème. Mais il ne faut pas qu'elles éradiquent les autres. Bon, ça c'est le premier point. Et le deuxième point, c'est le nationalisme ontologique, ce que j'appelle nationalisme ontologique. Le dictionnaire des intraduisibles auquel vous faisiez allusion, c'est une machine de guerre contre le globish et contre le nationalisme ontologique. Le dictionnaire des intraduisibles, c'est un travail qui a été fait à 150 personnes, chercheurs, amis, etc., de toutes les langues d'Europe, parce qu'on n'était pas capable d'aller plus loin. Et on réfléchit aux symptômes de la différence des langues, que sont tous les mots. Depuis, je veux dire, il n'y a rien qui soit intégralement traduisible, et bien entendu, il n'y a rien qui soit intraduisible. Intraduisible, ça ne veut pas dire qu'on ne le traduit pas, ça veut dire qu'on ne cesse pas de ne pas le traduire. Bon. Et par exemple, quand je vous dis bonjour, eh bien, je ne vous dis pas salam, je ne vous dis pas shalom, je vous souhaite pas la paix, je vous souhaite une bonne journée, ce n'est pas la même chose. Moi, vous avez dit que j'étais philologue, ça veut dire que je m'intéresse beaucoup aux langues anciennes. Donc, par exemple, en grec, on saluait en disant kairé. Ça veut dire réjouis-toi, jouis. C'est autre chose que d'ouvrir le monde en disant bonne journée. Ou bien c'est autre chose que d'ouvrir le monde, comme faisaient les latins, en disant vale, porte-toi bien. Bon, donc, si vous voulez, tout est intraduisible, mais là, on a travaillé essentiellement sur les intraduisibles en philosophie, c'est-à-dire ceux auxquels nous nous cognons toujours, nous, qui philosophons en lisant les textes et en essayant de les comprendre. Et bon, si je vous dis par exemple mind, c'est pas tout à fait Geist, c'est pas tout à fait esprit. Et il se passe un certain nombre de choses quand on passe d'une langue à l'autre. Ce ne sont pas tout à fait les mêmes textes qui sont générés ou qui génèrent ces sens.
Hein. Tout ça étant comme la poule et l'œuf, les choses qu'on écrit et les langues qu'on parle. Bien, donc le nationalisme ontologique, pour y revenir, c'est au fond la croyance qu'il y a des langues meilleures que d'autres, des langues supérieures à d'autres. Et pourquoi est-ce que j'ai appelé ça nationalisme ontologique? Parce que j'ai en ligne de mire Heidegger et les heideggeriens dont j'étais et dont je suis encore d'une certaine manière, parce que je pense que Heidegger est un grand philosophe. Je pense que c'est un immonde, etc. Mais un immonde nazi, ok, mais c'est aussi un grand philosophe. Et le rapport entre immonde nazi et grand philosophe est un rapport à interroger, vraiment. Et Hannah Arendt l'a très bien fait. Mais ça, on pourra aussi y revenir. Mais nationalisme ontologique, c'est supposer qu'il y a des langues, une hiérarchie des langues meilleures que d'autres, parce qu'elles sont plus près de l'être. C'est pour ça que j'appelle ça ontologique. Et Heidegger dit par exemple, alors j'ai des phrases que, si vous voulez, je pourrais vous lire si je les retrouve vite. Ça vaut le coup. Ça vaut le coup de comprendre ce que c'est vraiment. Voilà. Voilà ce que dit Heidegger. La langue grecque, alors pour lui, il y a deux langues philosophiques, le grec et l'allemand, qui est encore plus grec que le grec. Et voilà ce qu'il écrit en 1933. La langue grecque est philosophique, autrement dit, elle n'a pas été investie par de la terminologie philosophique, mais elle philosophait elle-même déjà en tant que langue, en tant que configuration de langue. Et autant vaut de toute langue authentique. Alors là, c'est grave, quand on entend authentique, commence pour moi la panique, naturellement à des degrés divers. Ce degré se mesure à la profondeur et à la puissance de l'existence d'un peuple et d'une race qui parlent la langue et existent en elle. Ce caractère de profondeur et de créativité philosophique de la langue grecque, nous ne le retrouvons que dans notre langue allemande. Bon, voilà un morceau d'anthologie, de nationalisme ontologique. Mais ça ne veut pas dire que Heidegger et l'allemand et l'Allemagne soient les seuls. Je veux dire que nous, on a eu Rivarol qui dit le français, c'est la langue du monde. C'est la langue du monde parce que c'est la seule à être claire et avoir gardé l'ordre naturel qui est sujet, verbe, complément. Bon, si vous voulez, on retrouve ça partout d'une certaine manière. Et c'est pour ça que ça peut s'appeler nationalisme, c'est-à-dire que ça vaut pour toutes les nations. Mais alors comment est-ce qu'on peut combiner ce que vous dites, c'est-à-dire l'évitement du nationalisme ontologique et d'une hiérarchisation des langues, avec une idée qui est présente aussi dans tous vos textes, qu'il y a quand même une singularité de chaque langage, de chaque langue. Ça veut juste dire qu'on ne peut pas les classer, ou ça veut dire un peu plus que ça, parce que vous dites en même temps que à la fois Babel, c'est une richesse, mais ça peut être une malédiction si c'est juste le brouillage, la mise à niveau de toutes les langues. Comment est-ce qu'on garde les aspérités, les singularités, tout en ne tombant pas dans ce que vous craignez? Oui, c'est un encombrant problème, celui du génie des langues. C'est vraiment l'encombrant problème de la traduction. Mais vous voyez bien que si vous prenez comme analogie les hommes, les uns par rapport aux autres, vous n'êtes pas forcé de les classer, de les hiérarchiser, et vous pouvez justement faire droit à la différence et vous intéresser à ces différences comme telles. Et trouver qu'à chaque fois, il y a quelque chose à en sortir par rapport à vous, par rapport à votre point de vue, et comprendre que votre point de vue n'est pas nécessairement le point de vue universel, et même ne l'est pas du tout. C'est pour ça que le sous-titre de mon livre sur la traduction, l'éloge de la traduction, c'est compliquer l'universel. L'universel, c'est toujours l'universel de quelqu'un. Donc, à partir du moment où vous commencez à avoir bien ça en tête, eh bien, vous arrêtez de croire que l'évaluation que vous proposez est celle qui est la bonne. C'est une évaluation possible, intéressante, et qui sert à. Elle vous sert et elle sert à. Bon. Et je vous propose de remplacer disons, la bivalence vrai-faux par meilleur pour. C'est meilleur pour. Et alors, ça veut dire quoi? Eh bien, ça veut dire qu'au fond, ce qui vous reste comme capacité ultime, c'est la capacité de juger. C'est ça, le job de chacun, juger. Et juger au sens de krisis, krinein, c'est-à-dire faire la part des choses, comprendre qu'est-ce qu'il y a de meilleur pour ici, maintenant. C'est pour ça que votre question après-demain m'intéresse et que je ne sais pas y répondre, mais elle m'intéresse beaucoup. Qu'est-ce qu'il y aurait de meilleur pour après-demain? Mais meilleur pour, pas tout court. Et alors, est-ce que ce qui pourrait être meilleur pour après-demain, c'est quand même la recherche d'un langage commun,
même si ce ne serait pas le langage du globish, des experts. C'est-à-dire, en gros, est-ce qu'on peut espérer un espéranto qui ne soit pas, c'est aussi une de vos expressions, un désespéranto? C'est une expression de Michel de Guy, le poète. Espéranto, désespéranto. Mais moi, je ne sais pas. Je dirais que non. Je dirais que je dirais que non. Je dirais que ceux qui ont vraiment essayé, c'est Leibniz et après c'est Frege. Et au fond, ils ont essayé selon des modèles mathématiques, c'est-à-dire qu'ils ont essayé de chiffrer les pensées, en pensant que justement nous pensions tous la même chose. Donc ils ont essayé de faire ce que Leibniz appelait une caractéristique universelle, c'est-à-dire qu'il va disséquer comme une équation chacun des termes qui sont dans notre esprit ou chacun des concepts, si vous voulez, chacun de ce qu'on conçoit. Et c'est pour ça que moi, je ne m'intéresse pas aux concepts, je m'intéresse aux mots. Parce que les mots, c'est de l'ordre de la différence. Alors que les concepts, c'est de l'ordre du pseudo-universel. C'est pour ça que je ne suis pas très aimée de la philosophie analytique. Parce que, évidemment, ils fonctionnent par concept. Point d'interrogation. Hein. Oui. Mais alors je vous repose la question autrement. Est-ce que dans ce cas, on est encore dans une recherche d'universel? Enfin, on voit bien que, parce qu'en gros, ce qu'on parle, même si la langue, c'est plus qu'un moyen de communication, là, on parle de comment est-ce qu'on peut communiquer aujourd'hui et du coup, imaginer communiquer demain, et que les deux scénarios catastrophes que vous décrivez, c'est d'un côté l'identité qui serait incapable, du coup, de communiquer. L'identité sans culture. L'identité sans culture. Et sans S. Voilà. Et sans S, mais et de l'autre côté, voilà, au contraire, une langue qui a l'air d'être une langue de communication universelle, mais qui est complètement appauvrie. Mais on a l'impression que ça ne répond pas tout à fait à l'idée de comment est-ce qu'on accueille la diversité nécessaire sans tomber dans un pur relativisme qui peut aussi être la fin de la communication. Oui, alors moi j'aurais beaucoup à dire sur le relativisme, parce que c'est l'ennemi de tout le monde. C'est-à-dire que c'est l'ennemi de tous les bien-pensants, en fait. Quand vous regardez les discours, un certain nombre de discours des papes, des différents papes, l'ennemi même des meilleurs papes, c'est le relativisme. L'ennemi de tous les philosophes, en gros, aujourd'hui, c'est le relativisme. Habermas, Appel, bon, ils sont tous anti-relativistes. Ça n'a pas grand sens. Relativiste, il ne faut jamais oublier que c'est le même mot que relation. Relation, relatif, relativité. Vous n'êtes pas contre la relativité, vous n'êtes pas contre la relation. Donc, un peu de réflexion là-dessus. Et pour moi, le manifeste du relativisme, c'est ce que raconte Protagoras, qu'au fond, je vous racontais tout à l'heure en parlant du meilleur pour. Protagoras, donc un grand sophiste, mis en scène par Platon, dans le Théétète, où on se demande, où Socrate pose la question, mais qu'est-ce que c'est que la science? Et à ce moment-là, il dit, si Protagoras était là, il dirait, c'est différent pour chacun, il y en a pas. Enfin bon, le cochon pense que c'est des cochonneries. Le relativisme vaut pour. Mais cochon us, hein, la bête. Bon, il y a voilà, le singe pensera que c'est une singerie, etc. Donc pensera que la vérité c'est une singerie, le cochon pensera que la vérité c'est une cochonnerie, etc. Bon. Et puis à ce moment-là, Socrate se reprend et dit « Oh, si Protagoras était là, il me dirait « Mais tu n'as pas honte, Socrate, de parler de cochon, etc. » Pas du tout. Moi, ce que je dis, c'est que on ne peut pas faire passer quelqu'un d'une opinion fausse à une opinion vraie. En revanche, on peut le faire passer d'une opinion moins bonne à une opinion meilleure. Donc, il introduit à la place de vrai-faux, cette bivalence-là, binaire, d'un côté ou de l'autre, il introduit le comparatif. Et au lieu du vrai, il propose meilleur. Et à ce moment-là, il dit, et ceux, au fond, les gens bien, les bons profs, on va dire, pour les individus comme pour les cités, c'est ceux qui savent faire passer d'une opinion moins bonne à une opinion meilleure pour un certain moment dans certaines circonstances, etc. Et ça, c'est vraiment des bons profs. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'on me paye, ajoute-t-il. Alors, dans ce cas, je ne vais pas vous demander quels sont les bons scénarios pour les langues, mais les meilleurs scénarios pour les langues, ce seraient lesquels? Les meilleurs scénarios pour les langues, je pense que
j'aurais envie de répondre, c'est de l'ordre de la traduction, c'est-à-dire que je pense qu'il faut comprendre qu'il y en a au moins deux langues, que soi-même, on ne parle pas la langue. Les Grecs pensaient qu'ils parlaient la langue, et ils disaient logos, pour dire à la fois leur langue, mais aussi la raison, la pensée. Logos, c'est le discours, c'est un mot extraordinaire en grec. C'est dans le dictionnaire des intraduisibles, bien sûr. C'est un mot qui veut dire d'abord A sur B égale C sur D. Hein, une fraction, un rapport, une relation, comme on dit. Donc, c'est tout ce qui met en relation, ça c'est logos. Et donc, ça va du mot à la proposition, à la phrase, à la démonstration, au discours, à la raison. Et les latins ont traduit ratio, raison, et oratio, discours, avec un jeu de mots qui est toujours quelque chose de gagnant quand on a à traduire, disons, une équivoque. Le jeu de mots, c'est pas mal. En français, on peut dire conte, conte, C-O-N-T-E, C-O-M-P-T-E. Bon, il y en a qui ont joué là-dessus, par exemple, pour traduire logos. Bon, eh bien, qu'est-ce qui se passe quand on est sûr, comme les Grecs, qui était, dit Momigliano, un grand historien italien, fièrement monolingue. Bon, quand on est fièrement monolingue, qu'est-ce qui se passe? Il se passe que les autres, ils ne parlent pas. C'est-à-dire qu'on les appelle des barbares, blablabla. Bla, bla. Barbare, c'est une onomatopée pour dire que ce qu'on ne comprend pas. Donc, c'est le même mot que berbère, c'est le même mot que babyle, c'est le même mot que Babel. Tout ça, c'est la même racine. Hein. Donc, c'est ce qu'on ne comprend pas, ce qui est confus. Et ce dont on ne... Du coup, enfin, si vous voulez, les Grecs, dans l'exposition que j'ai faite, j'avais fait un mur des barbares. Le mur des barbares, il y avait un énorme tableau de Mel Bochner, magnifique. C'était bla, bla, bla. Très, très beau tableau en velours avec des lettres extraordinaires. Bon. Et puis, à côté, il y avait des vases qui venaient du Louvre, des vases qui montraient les barbares grecs. Et puis, à côté, il y avait une poupée berbère. Et puis à côté, il y avait un barbare pour un Chinois, c'est-à-dire nous, un caravanier au long nez. Bon. Et voilà. Le problème, c'est que si on va vers l'universel simple, les autres, c'est des barbares. Ceux qui n'ont pas le même universel que vous, ceux qui ne sont pas universels comme vous, c'est des barbares, c'est-à-dire on n'est pas tout à fait sûr que ce soit des hommes. Et du coup, vous pouvez vous les laisser se noyer en Méditerranée. Hein, vous voyez, moi, c'est directement comme ça que je conclus. Du coup, le scénario pour moi, c'est la traduction. C'est-à-dire, je disais, prendre conscience qu'on ne parle pas la langue, mais une langue entre autres, comme disait Derrida, avec un S à autre, une langue entre autres. Et ça, en faire prendre conscience le plus tôt possible. Donc... proposer des bilingues, moi j'ai dit toujours des bilingues, toujours dans la langue originale, même si on ne la comprend pas, qu'on sache qu'elle existe et qu'elle est là, et qu'on donne quelques clés pour la comprendre. J'aimerais bien qu'on m'ait donné ces clés pour le chinois, l'arabe, l'hébreu par exemple, qui sont des langues qui s'écrivent tout à fait autrement. Eh bien, j'aimerais beaucoup les avoir. Vous parlez combien de langues ? Hein ? Vous parlez combien de langues ? Enfin, maîtriser combien de langues ? Oh, maîtriser, ça je ne sais pas. Une. mais comprendre beaucoup, pas mal. Mais qu'est-ce qui fait qu'une langue, qu'une traduction peut prendre aujourd'hui, dans ce que vous dites de l'importance de la traduction, et sembler périmer demain? Là, il y a eu tout un débat récent sur la traduction de 1984, avec une nouvelle traduction qui changeait le temps. À la fois, je vous entends sur l'idée que voilà, la réponse, au fond, qui peut tenir à la fois l'universel et le singulier, c'est la traduction. Et en même temps, on voit bien qu'il y a des traductions qui se périment, des traductions qui disparaissent, qui semblent complètement obsolètes, ou au contraire, dont on voit l'éclair. À quoi ça tient, ça ? Alors, ça tient à pas mal de choses. D'abord... une langue, il y a des états de langue, si vous voulez, donc c'est normal que ça se périme, les langues évoluent. Vous lisez pas Montaigne, dans le texte de Montaigne, vous avez du mal. Bon, c'est tout. Hein. Donc une traduction, c'est mutatis mutandis, c'est la même chose. Mais par ailleurs, il y a aussi des modes de traduction. Vous connaissez bien les Belles infidèles, où on faisait des tas de... on pouvait traduire un livre de Virgile ça faisait 3 tomes du français. Bon, et puis tout d'un coup, Madame Dacier a dit non, mais moi, c'était Homère en l'occurrence, moi je reviens au texte. Alors je reviens au texte, elle repartait et
Elle essayait de traduire un mot pour un mot, ou à peu près, une phrase pour une phrase, ou à peu près. Et là, je ne sais pas si vous avez vu Thieste, mais Thieste est traduit magnifiquement par Florence Dupont. Qu'est-ce qu'il y a de si magnifique? Si magnifique, c'est que c'est... Alors après, on pourra reparler de la mise en scène, etc. Mais, donc c'est pour ceux qui auraient échappé à ça, c'est dans la cour d'honneur, la mise en scène de Thomas Joly, du texte de Sénèque. Bon, mais le texte de Sénèque, on l'entend. C'est-à-dire que, enfin, à condition que les acteurs consentent à faire autre chose comme... Bon, du blablabla, du babil. Ça arrive, disons, à la fin, on n'entend rien. Mais quand on l'entend, on l'entend. Enfin, moi, hier, à la fin, j'ai rien entendu. C'est peut-être pas toujours comme ça. Hein. Bon. Mais en tout cas, ce que j'ai... Enfin, non, j'exagère. Hein. Donc, enlevez ce que je viens de dire. Parce que j'ai quand même entendu des trucs, mais pas tout. Vraiment pas assez. Le texte est sublime parce qu'il est d'une précision d'horloge, comment dire, qui dit exactement le sens du mot et même la métaphore incluse dans le mot. C'est-à-dire que vous savez, il n'y a rien de plus singulier culturellement que les métaphores. Par exemple, dans l'exposition du Mucem, j'avais fait « Ce qu'il pleut ». Bon, il pleut, cats and dogs. Vous n'allez pas dire en français qu'il pleut des chats et des chiens. Il pleut des hallebardes, il pleut des cordes. Bon, et en wolof, il pleut des pierres. Et en hollandais, il pleut des bâtons de chaise. Bon. Donc, et en portugais, il pleut des couteaux. Bon. Donc, vous voyez, ce genre de choses, ce sont des métaphores incluses. C'est un exemple parmi d'autres, mais des métaphores normales, naturelles, dirais. Mentir grégairement. C'est comme ça que Nietzsche désigne ces métaphores-là, qui sont incluses dans la langue. On ment grégairement. Bon, eh bien, tout d'un coup, faire entendre le mensonge grégaire d'une autre grégarité, d'une autre langue, le mensonge grégaire du latin, c'est génial. C'est-à-dire que, du coup, même vos perceptions tremblent. Vous ne percevez plus de la même manière quand il vous pleut dessus des couteaux et pas simplement des hallebardes ou des cordes, je veux dire. Donc, vous revenez dans des sens propres qui vous font trembler votre propre sens des mots. Et ça, c'est un effet de traduction magnifique qu'on trouve dans la traduction de Florence Dupont, mais qu'on trouvait dans les traductions de Bollack. Et si alors c'est la traduction dans ce que vous dites, hein, le sensible et sa capacité à contenir et à mettre en tension en fait plein d'éléments, des mots et des idées, qui peut permettre d'échapper aux deux scénarios catastrophes du globish et du nationalisme ontologique, comment est-ce qu'on fait pour échapper aussi à une forme de... ce que par exemple dénonce Pascal Casanova dans son livre sur traduction et domination, le risque que la rhétorique du entre deux devienne une ligne un peu trop consensuelle, gentillette, qui serait une sorte de métissage à la Benetton en gros. Oui, il faut simplement veiller. Pascal Casanova a raison. En même temps, si vous lisez le livre de Wiesmann qui s'appelle Entre les langues, c'est pas ça c'est pas comme ça. C'est beaucoup plus. Il y a de la violence derrière. Il y a de la violence qui lui est faite, comme allemand arrivé en France et qui avait servi de modèle petit allemand aux Ariens blonds. Bon, donc on entend tout ça quand c'est au fond pour éviter le gentillet, il n'y a qu'à pas l'être, hein, c'est tout. Et voilà. La traduction, en dépit de tout ce que vous avez écrit dessus et dit déjà là ce matin, pour beaucoup de gens, ça se réduit à Google Translate. Vous avez choisi d'ouvrir la question qu'on doit se poser, hein, de qu'est-ce que les machines changent à la traduction par un texte. Ah oui, en fait, j'ai fait un truc assez... Peut-être que je peux raconter un tout petit peu. J'ai écrit un livre sur Google il y a déjà longtemps, hein, il y a plus de 10 ans. À l'époque, c'était pas tellement à la mode comme sujet, et en tout cas pas en France. Et j'avais introduit dans Google Translate « Et Dieu créa l'homme à son image ». Et alors, je l'avais fait traduire en allemand, une première fois, puis j'avais traduit la phrase allemande en français, ça avait changé un petit peu, et puis j'avais remis la phrase française en allemand, et là, ça s'était stabilisé en français.
Donc au bout de 2 opérations, ça s'était stabilisé. Et ça donnait « Et l'homme créa Dieu à son image ». Bon, quand même pas mal. Et on voit bien que l'une des choses difficiles à gérer, c'est la syntaxe, c'est l'ordre des mots, dans la traduction dite automatique. Et quand je faisais la même chose en anglais, ça était stabilisé au bout de 2 fois aussi, et ça donnait « Et Dieu créa l'homme avec son image », ce qui est aussi intéressant. Bon, donc voilà. Alors maintenant, si vous mettez ça dans Google Translate, c'est impeccable. Hein. Ça, il faut savoir que... donc la machine fait des progrès. Mais c'est pas la machine, c'est Google dont la tâche est de mettre en ordre toute l'information du monde. Donc mon livre fait aussi partie de cette information. Hein. Donc et c'est extraordinaire. Véritablement, c'est ça que je veux dire quand je dis que la qualité est une propriété émergente de la quantité avec Google. Plus vous cliquez, plus vous montez. Et puis Google n'existe que parce qu'il possède, il brose, je ne sais pas comment on dit, toute l'information du monde, toute l'information disponible. Bon. Donc ça, c'est... oui, je reviens au texte un petit peu drôle que je vous proposais. Dans cette exposition, toujours au MUSEM, j'ai présenté un certain nombre de traductions du Corbeau de Poe. Et vous savez que c'est un texte qui a été magnifiquement traduit par Baudelaire. Et puis ensuite, Mallarmé a appris l'anglais pour le retraduire. Il dit la traduction de Baudelaire, c'est comme une jeune fille fraîche et rose transformée en squelette. Bon, d'accord. Donc il le retraduit. Et il y a eu, Pessoa l'a magnifiquement traduit aussi. Bon. Et je l'ai mis dans Google Translate. Et j'ai trouvé que là, c'était extraordinaire parce que c'est à la fois complètement ridicule et en même temps, on a comme un poème, comme un poème, je ne sais pas, écrit par des surréalistes, enfin. Et c'est assez beau. Vous voulez que je vous lise ? Je l'ai apporté. Si vous le trouvez, en tout cas. Voilà. Mais est-ce que, je ne sais pas si vous connaissez le Corbeau, si vous l'avez en tête, parce que ce qu'il y a d'extraordinaire dans le Corbeau, c'est les sonorités. Once upon a midnight dreary, while I pondered, weak and weary, over many a quaint and curious volume of forgotten lore, while I nodded, nearly napping, suddenly there came a tapping, as of someone gently rapping at my chamber door. "'Tis some visitor," I muttered, "tapping at my chamber door. Only this and nothing more." Alors, je ne vais pas vous lire, je ne vais pas vous infliger mon accent pour l'ensemble de Poe, mais je peux vous lire un bout de Baudelaire et ensuite la traduction de Google. Alors, un bout de Baudelaire. Une fois, sur le minuit lugubre, pendant que je méditais, faible et fatigué, sur maint précieux et curieux volume d'une doctrine oubliée, pendant que je donnais de la tête, presque assoupie, soudain il se fit un tapotement, comme de quelqu'un frappant doucement, frappant à la porte de ma chambre. C'est quelques visiteurs, murmurai-je, qui frappent à la porte de ma chambre. Ce n'est que cela, et rien de plus. Et je vais vous lire un peu plus longuement le Google, parce que ça n'a de sel, je crois, que si on le lit un peu longuement. Une fois, sur un tristesse minuit, tandis que je méditais, faible, hélas, au-dessus de beaucoup d'un volume curieux et curieux de l'or, pendant que je hochais la tête presque la sieste, tout à coup, comme d'un coup doucement, frappant à la porte de ma chambre. « C'est un visiteur, murmurai-je en tapotant à la porte de ma chambre. Seulement ceci et rien de plus. Ah, je me souviens bien que c'était dans le triste décembre, et chaque bras de mourant séparé opéra son fantôme sur le sol. Je désirais ardemment le lendemain. De mes livres, surcise de chagrin, pour le perdu Lénore, pour la jeune fille rare et radieuse que les anges nomment Lénore, sans nom ici pour toujours. » Et ensuite, bon, je vais un peu plus loin. «
Beaucoup de choses m'étonnaient, cette poule désagréable d'entendre si discrètement le discours. Ça, c'est le corbeau, hein, la poule. Et ensuite, bon, ça continue. Sans doute, dis-je, ce qu'elle dit est son seul stock et magasin. À la volaille dont les yeux ardents brûlaient maintenant dans le noyau de mon sein. Coiffe le corbeau, nevermore. Bon. Bon, pas mal, Google. Mais c'est pas mal, c'est très très drôle. Et bon, je pourrais le lire en entier. Je l'ai fait lire en entier par Mesguich, c'était génial. Voilà. Mais alors, est-ce que ça signifie qu'il y a quand même des types de textes où on pourrait vraiment faire appel à la traduction assistée par ordinateur, tandis que d'autres, plus poétiques, resteront impossibles? Bien sûr, tout à fait. Mais ça veut dire qu'il y a des pans entiers de ce qu'on va écrire qu'on pourra complètement confier aux machines? Oui, enfin, il faudrait le relire après, mais vous savez, ça se fait déjà. On peut dire que beaucoup de firmes de traduction se servent en première approche non plus de Google Translate, qui est vraiment dépassé par DeepL. Je vous conseille DeepL, Deep Learning. Si vous avez c'est gratuit, et si vous avez un texte, disons, normal à traduire, c'est-à-dire un article de journal, par exemple, c'est en général assez bien fait. Et voilà, des textes lambda, ça marche. Évidemment, quand on met, comment dire, une intelligence d'auteur, et en particulier quand on joue sur les équivoques, et peut-être que là on y viendra, quand on joue sur les équivoques pour fabriquer quelque chose de non tranché, de non simple à dire, alors, évidemment, là, comment voulez-vous qu'ils y arrivent? C'est deep learning soit-il, si deep learning soit-il. Ils ne peuvent pas. Mais les traductions assistées par ordinateur ont beaucoup changé. Au départ, lorsque j'avais écrit mon livre sur Google, on passait par une langue pivot. C'est-à-dire que vous vouliez traduire, je ne sais pas moi, du français à l'italien, ben vous passiez par l'anglais, par un anglais désambigué. Très très mal désambigué. C'est-à-dire, vous savez que l'ambiguïté, c'est la grande terreur de la traduction. Hein, et depuis Aristote, qui ne traduisait pas, mais qui désambiguait sa propre langue. Et bon, c'est grâce aux catégories, par exemple. On peut dire que les ordinateurs, enfin, ce qu'on enseigne aux ordinateurs qui traduisent, c'est évidemment, dans les programmes, c'est évidemment à désambiguer. Et on désambigue en général grâce au contexte, mais ça ne va pas très loin, surtout quand l'ambiguïté est volontaire. Donc là... Et avec le deep learning, donc, alors, premier truc, on passe par une langue pivot. Deuxième manière de faire, qui était déjà bien meilleure dans le Google Translate d'aujourd'hui, c'est on passe par un maximum de contexte et on va vers un maximum de contexte. Autrement dit, on engrange le plus de phrases possible avec des éléments de ce que vous voulez traduire. Et on arrive alors c'est évidemment une comptabilité que seul un ordinateur peut réaliser, et on cible le résultat. Hein. Donc ça, c'est une toute autre procédure. C'est une projection, si vous voulez, de grand nombre, sur une projection de grand nombre. Bon. Et puis, avec Deep Learning, c'est un peu différent. C'est même 10 styles très différents. Je suis en train d'essayer de comprendre comment ça fonctionne exactement. Mais en tout cas, on fait comme si l'ordinateur apprenait. C'est comme si l'ordinateur était un enfant. Et comment est-ce qu'on fait? On lui enseigne à s'auto-apprendre. C'est-à-dire qu'on met ça dans son programme. Et on fait en sorte que les mêmes erreurs, il ne les refasse pas. Voilà. J'aimerais bien entendre, pour l'instant, j'ai jamais entendu une bonne conférence là-dessus, mais j'aimerais beaucoup. Et vous écriviez aussi quelque part que la traduction assistée par ordinateur, elle est philosophiquement traditionnaliste. Ça veut dire quoi? J'écris ça. Ça veut dire justement que depuis Aristote, on désambigue. Et que j'ai dû écrire ça dans le livre sur Google, non? Oui, je crois, oui. Oui, dans le livre sur Google, c'était vraiment ce qu'on faisait, c'est-à-dire qu'il s'agissait de désambiguer chaque terme autant qu'on pouvait. Mais on ne peut pas toujours et on ne peut pas bien, et souvent, ce n'est pas ça qu'il faut faire. Mais alors, puisqu'on en est là sur les équivoques et les ambiguïtés, je voudrais vous dire une phrase, je voudrais vous citer une phrase de Lacan qui, pour moi, est une phrase clé.
Lacan, donc grand psychanalyste, censé être très obscur, mais cette phrase vaut pour les langues de l'inconscient, mais je crois qu'elle vaut pour toutes les langues. C'est une langue, virgule, entre autres, avec un S à autre, pour montrer qu'il y en a nécessairement plusieurs. Hein. Une langue, entre autres, n'est rien de plus que l'intégrale des équivoques que son histoire y a laissé subsister. C'est très très fort. Ça veut dire que si vous cherchez dans quelles sont les difficultés liées aux équivoques d'une langue, eh bien, au fond, vous avez une carte d'identité de cette langue. Je prends un exemple. Je peux prendre plein d'exemples, mais prenons le français sens. Dans quelques dictionnaires, dans quelques Larousse, dans certains Larousse, vous avez 2 entrées. Dans d'autres, vous en avez 3. Il y a sens, signification, il y a sens, perception, et il y a sens, direction. Bon. Il est évident, quand vous faites un peu l'histoire de la langue française, que c'est le même mot. Il y a un seul mot, il n'y a pas 3 mots. Il y a un seul mot, et si vous faites cette histoire, vous allez retomber, vous allez arriver très vite, comme très souvent, aux traductions de la Bible. Parce que nos langues se sont fabriquées dans les traductions de la Bible. L'allemand, c'est clair, tout le monde le sait, Luther a inventé l'allemand. Comme dit Nietzsche, le meilleur livre allemand que j'ai jamais lu, c'est la traduction de Luther de la Bible. Bon, très bien. En français, pour sens, sens traduit un mot grec dans tous les sens, traduit nous. Nous, en grec, ça veut dire à la fois quelque chose de l'ordre de la sensation, sniff, c'est nous, schnouf, c'est nous, quelque chose de l'ordre de l'intuition, c'est-à-dire la sensation immédiate intellectuelle, Dieu, le Dieu d'Aristote, il est noesis noeseos, il est le plus nous possible, bon. Et puis, ça traduit le sens, ce qu'il y ait l'esprit d'un mot, l'esprit d'un terme, l'esprit d'une phrase, donc son sens. Donc, vous avez à la fois la perception avec l'intuition, la schnouf, bon, le sniff, et l'intuition intellectuelle et le sens. Et évidemment, c'est un seul mot. Et évidemment que direction, c'est pas difficile à imaginer que c'est vers là où il faut aller pour comprendre. Bon, pour comprendre le sens. Donc, vous voyez, en français, vous pouvez avoir 3 entrées de dictionnaire, mais c'est un seul mot. Et dès que vous faites un peu d'histoire de la langue, vous vous en apercevez. Donc, c'est très intéressant. Sens, c'est une carte d'identité du français. Ça fait partie de la carte d'identité du français, c'est une empreinte digitale du français. Parce que quand vous allez en anglais, bah, vous avez meaning, sensation, direction, bon, rien à voir. Et vous comprenez, c'est un rapport... je crois que les équivoques, c'est vraiment quelque chose d'essentiel. Et je pourrais vous en citer, par exemple, en russe, pour comprendre. Mais enfin bon, autre chose. Est-ce que, à partir de ce que vous avez dit, pour arriver à une autre question, je crois que vous avez déjà pas mal abordé, mais que là vous travaillez notamment en ce moment, qui est la traduction des textes sacrés, des monothéismes, est-ce que la traduction assistée par ordinateur pourrait être utilisée pour les textes sacrés, dont vous dites que c'est sans doute la question la plus violente de la traduction? Oui, toujours, je ne sais pas ce que ça donnerait, mais enfin, et Dieu créa l'homme à son image, c'était un texte sacré. Donc, bien sûr, vous pouvez toujours utiliser, ça dépend pour quoi faire. Vous pouvez mettre la Bible dans DeepL, je pense que ça doit être fait, ça doit commencer à se faire. Mais qu'est-ce que vous allez en faire? Vous allez le croire comme une parole. Déjà, l'idée de traduire la Bible, en quelle langue la Bible a-t-elle été écrite? C'est un grand sujet. Quand on est catholique, comme Jean-Luc Marion, par exemple, on dit « Ah, la Bible, elle a été écrite en traduction. Elle n'a pas de langue. » Enfin, quand on réfléchit un petit peu, ça squeeze quand même la Torah. Bon, malgré tout, il y a eu de l'hébreu, à un moment donné. Et des commentaires en araméen. Bon. Donc, l'araméen, et le Christ, s'il parlait une langue, il parlait araméen. Donc, c'est un peu compliqué de dire que la Bible, c'est juste en traduction. Mais néanmoins, c'est assez vrai. Bon, c'est-à-dire que la Bible qui nous est arrivée, elle nous est arrivée pas via Google Translate, mais via Saint Jérôme. Je suis pas sûr qu'il y ait une différence considérable. J'en sais rien. Saint Jérôme en ancêtre de Google, c'est une figure intéressante pour quitter un peu Google.
par rapport à ce que vous dites sur la violence de la question de la traduction dans les textes sacrés, est-ce qu'on peut y échapper et dans quelle mesure le travail sur les langues et les traductions pourrait y échapper, sachant que voilà, une partie de la violence, elle est pas liée à la traduction. Oui. Est-ce qu'elle pourrait aider pour vous? Une meilleure traduction aiderait à moins de violence? Mais je ne sais pas ce que ça veut dire. Si vous voulez, quand vous dites une meilleure traduction, meilleure pour. Reprenons un tout petit peu les choses. Par exemple, dans l'exposition que j'ai faite au MUSEM, j'avais montré au moins 2 traductions violentes et qui sont les nôtres, qui sont courantes. Quand vous regardez toutes les images pieuses, vous voyez, et puis toutes les Bibles, vous voyez Ève qui sort de la côte d'Adam. Bon. Si vous regardez ce que ça dit tselem en hébreu, ça veut, dans toutes les autres occurrences, ça veut dire à côté de. Donc vous avez dans la main de Rodin, Ève qui s'éveille, dans la main de Dieu, hein, Ève qui s'éveille à côté d'Adam. Donc Ève, est-ce qu'elle est sortie de la côte d'Adam ou est-ce qu'elle est à côté d'Adam? Ça ne fait pas le même genre de couple. Bon. Prenons un autre effet de traduction. Prenons Moïse. Il est dit Karn. Vous savez, c'est d'autant plus compliqué qu'en hébreu, vous n'avez pas les voyelles. Donc c'est des racines trilitères faites de 3 consonnes. Donc K-R-N, eh bien, c'est en général, quand vous voyez, par exemple, le Moïse de Michel-Ange, il a des petites cornes, Moïse. Il est cornu. Karn, ça peut vouloir dire cornu. Mais ça peut vouloir dire aussi quelque chose comme rayonnant. Donc, si vous regardez le Moïse de Chagall, il est rayonnant. Donc, il est cornu ou rayonnant? Je ne vais pas vous dire qu'il est cornu, je ne vais pas vous dire qu'il est rayonnant. Je vais vous dire que si vous avez envie qu'il soit cornu et un peu diabolique, vous allez le faire. Bon. Donc, vous voyez, la traduction des textes sacrés est d'autant plus compliquée que le rapport à la langue de révélation est quelque chose de très particulier. Quelle est la langue de révélation de la Bible? De la Torah, je peux à la rigueur le dire, bien que, si vous regardez ce que dit Delphine Orviller, à votre place la semaine prochaine. Voilà, vous pourrez lui parler de cette exposition et de ce catalogue, parce qu'elle y a collaboré. Donc, Delphine Orviller dit, Moïse, oui, les commandements, bon... on ne sait pas trop s'il y avait les 10 commandements, ou alors peut-être que simplement Dieu a dit la première phrase, ou peut-être que simplement Dieu a dit le premier mot, ou peut-être que simplement Dieu a dit le premier son, et le premier son, c'est le bruit de la glotte. Alors si c'est ça la révélation, on a le champ libre en un sens. Bon. Donc ça, c'est... pour vous dire que voilà un certain rapport à la langue de révélation. Vous en prenez un autre, tout à fait différent. J'ai déjà parlé du rapport à la traduction et de la Bible. Mais prenons le Coran maintenant. Eh bien, le Coran ne se traduit pas. Le Coran se dit en arabe, pour tous les usages liturgiques. Et il ne se traduit pas. On ne traduit pas le Coran. Le Coran est traduit dans toutes les langues. Oui. Mais qu'est-ce qui est traduit? Le sens du Coran. Et dans la première page, il y a traduction du sens du Coran. On ne traduit pas le Coran, il se dit en arabe comme il a été révélé. Après, vous traduisez le sens du Coran. Et dans les premières traductions du Coran, par exemple, dans les traductions qui ont été faites en Iran, eh bien, vous avez un mot sous un mot, mais pas de syntaxe. Ça ne se traduit pas. Évidemment, ça n'arrête pas de se traduire. Mais ça ne se traduit pas. Donc, vous voyez, le rapport à la langue de révélation, c'est quelque chose de très complexe. Et vous me demandez, là, je pense que vous faites allusion à ce que j'essaye de faire, c'est-à-dire un dictionnaire des intraduisibles des 3 monothéismes. 3 monothéismes, il y en a plus que 3, et monothéisme, on n'est pas très sûr. Hein. Donc maintenant, j'appelle ça les 3 whatever, avec mes amis américains. Donc, dictionnaire des 3 whatever. Eh bien, mon idée, c'est que si on veut que la traduction puisse aller jusqu'à après-demain, il faut s'en servir comme d'un outil véritablement alors je vais prendre un mot à la mode, de recherche-action. Et du coup, avec un certain nombre d'amis, on a fabriqué
une espèce de boîte à outils pour cette recherche-action qu'on appelle Maison de la Sagesse, du nom Bait al-Hikma, ce qui s'était passé à Bagdad au IXe siècle, avec le calife Al-Mansour, qui avait réuni tous les savants et de toutes les langues, de toutes les religions, et qui avait essayé de faire passer les sciences et les techniques et la philosophie, les livres, d'une langue à l'autre. Et donc c'est comme ça que se sont constituées nos sciences. Bon. Donc nous, on a appelé ce qu'on essaye de faire, Maison de la Sagesse, traduire. Et dans ces Maisons de la Sagesse, on propose 3 types d'actions. C'est un réseau de lieux et d'actions. Hein. Ça n'a pas de porte et de fenêtre. On ne peut pas de réunir tous les savants d'aujourd'hui. Bah, j'aimerais bien, mais bon, soi-disant, ça se fait à Princeton, donc ça va. Non, j'ai un réseau de lieux et d'actions centré sur trois temps, et en lien avec les gens qui arrivent. On peut appeler les migrants, les réfugiés, comme vous voudrez, mais pas seulement. Donc, la première chose, c'est l'accueil. Eh bien, quand des gens débarquent, quelles que soient les aventures qu'ils ont connues, ils remplissent des papiers, des formulaires. Dans ces formulaires en France, ou ces formulaires en Allemagne, mais ces formulaires en France, c'est ceux-là qu'on travaille, en disent très long sur nous, sur notre bureaucratie et notre manière de percevoir le monde. Pas de manière, je ne suis pas là seulement critique, hein, je suis là pour essayer de nous expliquer à nous-mêmes qui nous sommes. Donc quand on demande à une femme syrienne qui débarque si elle est mariée, pacsée ou divorcée, qu'est-ce qu'on fait? Quand on demande à un Malien quelle est sa date de naissance, quel est son nom, son prénom et sa date de naissance, qu'est-ce qu'on fait? Moi je travaille à Aubervilliers avec les services d'état civil, et il se trouve que les Soninké, on ne dit pas date de naissance, on dit né vert. Bon. Et ensuite, eh bien, travaillant avec les services d'état civil, ils me disent « ça y est, on a compris. Pourquoi il y en a tant qui sont nés le 31 décembre ?» Oui, ils sont nés le 31 décembre. Bon, né vert. Voilà, donc on travaille, si vous voulez, sur les glossaires de la bureaucratie. Le glossaire de la bureaucratie française, c'est notre première action. Notre deuxième action, c'est quelque chose de beaucoup plus extraordinaire, j'espère que ça va prospérer. Ce sont des banques-musées. Ça bouge à la fois l'idée de banque et l'idée de musée. Banque, parce que nous travaillons avec des organismes de microcrédit, par exemple l'ADI, qui est un organisme de microcrédit sur Marseille et sur Aubervilliers, très prospère, enfin, qui permet à beaucoup de gens qui ne seraient pas éligibles à des prêts bancaires d'obtenir de quoi faire réaliser un projet. Et à partir de cela, nous travaillons sur la manière dont ils se voient insérés. Et nous leur demandons un objet et un récit d'objet. Donc ça bouge, et ça bouge à la fois l'idée de banque et l'idée de musée, parce que ces objets ne sont pas des objets qui ont une valeur marchande, ce sont des objets qui ont une valeur symbolique, qui ont une valeur, disons, de vie. Ce sont, si vous voulez, des objets migrateurs, dans tous les sens du terme. Donc nous essayons de faire un musée, banque-musée d'objets migrateurs. Ça, c'est le deuxième truc. Et le troisième, c'est le dictionnaire des 3 whatever, les 3 monothéismes, les intraduisibles des 3 monothéismes. Et là, nous nous posons des questions du genre, mais alors toujours en langue, c'est-à-dire, comment dit-on Dieu dans les 3 livres dits sacrés? Comment dit-on Dieu? Comment dit-on l'autre? Comment dit-on croire? Et pourquoi vendredi? Pourquoi samedi? Pourquoi dimanche? Comment dit-on ça? Bon. Et nous travaillons sur les manières de dire pour essayer justement non pas de les faire coïncider, non pas de faire, comment dire, une équivalence des valeurs, mais plutôt pour comprendre les différences et pour essayer de savoir faire avec. Pour essayer, et rien que ce travail que, par exemple, à Marseille, je fais avec des communautés, les lycées musulmans, lycées juifs, bon, les communautés différentes, rien que ce travail est déjà un travail extraordinaire d'apprentissage alors j'aime pas beaucoup, là ça fait très Casanova, hein, apprentissage de l'autre avec un grand A. Alors on enlève autre avec un grand A et on met des petits A et des S. Bon voilà, mais c'est bien ça dont il s'agit. Alors on voit avec ces 3 pans que vous réfléchissez déjà quand même à l'après-demain de la traduction. Juste 2 dernières questions avant d'ouvrir l'échange. L'une là-dessus, est-ce que ça veut dire qu'il restera des intraduisibles après-demain
Et autrement dit, j'ai envie de vous poser une question sur vous travaillez sur le dictionnaire des intraduisibles des monothéismes, mais sur votre précédent dictionnaire des intraduisibles, quelle leçon vous tirez du fait qu'il a été traduit dans toutes les langues? Oui, ça c'est génial, je suis ravie. Il a été réinventé dans toutes les langues, enfin dans une dizaine de langues. Il est en cours de réinvention. Et la traduction, c'est une réinvention. Borges disait l'original ressemble à sa traduction. Bon, mais c'est vrai, ça ajoute et ça n'enlève pas. Et il peut y en avoir plus d'une bonne. C'est ça l'intérêt pour moi de la traduction. Il y a plus d'une bonne traduction, mais elles ne sont pas bonnes de la même manière et pas bonnes pour la même chose. Bon, donc votre question, excusez-moi. Ma question, c'était est-ce qu'il restera des intraduisibles après-demain? S'il reste des langues, oui. Oui. Chaque fois qu'il restera des langues, il restera des intraduisibles. Mais ces intraduisibles, ça va, encore une fois, pas dire qu'on ne les traduira pas. Ça veut dire qu'on cherchera à les penser, qu'on cherchera à les comprendre. Et qu'à partir de là, ils seront de plus en plus traduisibles, mais en même temps, jamais de manière intégrale. Et tant mieux. Je veux dire, ça s'appelle savoir-faire avec les différences. Et ma vraie dernière question, vous écrivez qu'à un moment que la traduction est aux langues, ce que la politique est aux hommes, et vous posez vous-même la question de savoir de quelle, après Umberto Eco qui disait que la langue de l'Europe c'était la traduction, savoir de quelle Europe linguistico-philosophique nous voulons. Du coup, ça me donne envie de finir en vous posant la question, est-ce qu'il y a, alors pas un bon espace, mais un meilleur espace politique pour les langues? Et est-ce que cet espace il se situe à l'échelle du continent, de la nation, est-ce qu'à partir du moment où on peut comparer la traduction et les langues et la politique à la vie des hommes, est-ce qu'il y a un espace, on voit bien qu'aujourd'hui on est dans une tension sur quel est l'espace politique local, global, national, européen pour la vie des hommes. Est-ce que à partir de vous, votre travail sur la traduction, vous avez une réponse à ça? Un début de réponse. C'est-à-dire que moi j'ai un peu de mal à les opposer. L'espace disons de la France ou de la nation, je ne sais pas comment il faut dire. Le lendemain de la demi-finale de la Coupe du Monde. Hein. Oui, oui, mais c'est intéressant parce que c'est pas non plus celui de la francophonie et c'est pas non plus celui des pays francophones. Je travaille un tout petit peu sur ce qui peut se passer à Villers-Cotterêts, par exemple. Vous savez, ce nouveau musée qui sera fait du français, de la francophonie. Donc le français est déjà lui-même multiple à l'intérieur et pas seulement à cause des langues régionales, mais aussi à cause des strates de langues. Et il est multiple à l'extérieur, c'est-à-dire que le français du Canada n'est pas celui de Dakar. Et il est multiple, c'est-à-dire que chaque chose se renverse, c'est-à-dire qu'on peut faire du français une langue d'oppression coloniale ou bien un butin de guerre. Bon, et s'en servir. Ou bien une langue qui permet au fond, de communiquer un peu comme un global, comme un mini global. Bon, donc je pense que pour moi, j'aurais tendance à dire que la traduction, c'est ce qui peut exister dans tous les espaces, et c'est même l'un de ses intérêts. C'est-à-dire que ça désessentialise chaque espace. Le tragique, pour moi, c'est quand on est figé dans une essence. Qu'il s'agisse de l'essence femme, de l'essence France, de l'essence français. C'est quand ça bouge plus. Ça, c'est dramatique. Donc, il faut que tout ça puisse circuler et soit, comment dirais-je, plutôt énergétique, en énergie. Eh bien, la traduction, c'est de l'énergie qui peut se balader. Donc, je ne dirais pas que ça se localise dans un espace plutôt qu'un autre. Elle est différente selon les espaces. Ce qu'on en attend, ce qu'on peut en espérer, est différent selon les espaces dans lesquels on l'immerge. Mais partout, je crois qu'il s'agit de déflegmatiser, de désessentialiser. Et c'est pour ça que je me suis intéressée à la sophistique. C'est que la sophistique est ce qui ne cesse pas de désessentialiser ce qu'il y a devant. Ça me semble une première bonne conclusion pour ce début d'échange. Il y a deux jeunes gens avec des micros et des t-shirts rouges. Est-ce que quelqu'un veut prolonger la discussion avec Barbara Cassin? Madame.
Bonjour, excusez-moi si la question que je pose a déjà été abordée, je suis arrivée un peu en retard. Qu'est-ce que c'est une bonne traduction à votre avis, Madame Cassin? Ma première réponse, c'est que vraiment il y en a plusieurs bonnes traductions. Et une bonne traduction, c'est ce qui montre quelque chose du texte qu'on est en train de traduire et qui montre quelque chose qui est dedans. Et alors, c'est là où je fais très confiance au traducteur, je dirais, et que le traducteur comprend qu'il montre. Vous voyez, comment se fait-il, si je vous lis la traduction du Corbeau par Baudelaire et par Mallarmé, au fond, c'est deux très bonnes traductions. Comment est-ce que Mallarmé a pu oser dire que la traduction que Baudelaire faisait de Poe ressemblait à Poe comme un squelette ressemble à une jeune fille fraîche et rose. Si je vous lis les deux premières strophes, l'une de Baudelaire, l'autre de Mallarmé, je ne suis pas sûre du tout que vous voyez même la différence, que vous l'entendiez même. Et pourtant, quand on lit l'ensemble de Mallarmé, traducteur de Poe, on voit un Poe mallarméen, c'est-à-dire avec une certaine scansion abstraite, qui est extravagante, d'autant plus extravagante qu'elle est incarnée dans des sons. Et quand vous lisez Le Corbeau de Baudelaire, eh ben, vous comprenez que Baudelaire peut aimer Rimbaud. Enfin, je ne sais pas, que Baudelaire peut... qu'il peut se passer d'autres choses, peut écrire Les Fleurs du Mal. Bon, voilà. Donc, moi, je dirais que la réponse à votre question, pour moi, c'est une réponse un peu à côté. Je dirais, ce qui m'intéresse dans la traduction, ce n'est pas qu'il y en ait une bonne, c'est qu'il y en ait plus d'une bonne. Je prolongerai la question, parce qu'à partir d'un échange qu'on avait eu en préparant cette rencontre, vous disiez qu'il y a quand même des moments où on sent qu'on pige une traduction ou pas, et vous prenez l'exemple d'Aristote. Est-ce que vous pouvez nous réexpliquer ce que vous vouliez dire par là? Oui, mais la traduction en philosophie, c'est encore un tout petit peu différent, et la traduction en grec, c'est encore un petit peu différent. Mais alors, je vais vous dire, pour moi, pour Aristote, j'ai compris, je crois que j'ai compris, ou pour Parménide, ça serait peut-être plus simple, mais en tout cas, je crois que j'ai compris des choses que, alors, pardon, parce que c'est tout recuidant, personne n'avait compris. Et je les ai comprises parce que, d'abord, je suis revenue au texte grec tels qu'ils ont été transmis dans leurs différentes leçons. Je les ai repris. C'est-à-dire qu'il faut savoir que ce qui vous arrive en traduction des textes grecs, c'est très souvent, en particulier des textes difficiles, ce sont des textes corrigés. C'est les textes que les copistes, puis les éditeurs ont corrigés pour arriver à les comprendre. Les copistes, plus ils étaient bons, plus ils avaient froid, plus ils avaient faim, moins ils savaient le grec, meilleur ils copiaient. Parce que, bon, ils recopiaient vraiment. Mais dès qu'ils savaient un petit peu des choses, c'était dramatique. Ils bougeaient. Bon. Donc, vous voyez, je crois que j'ai compris des choses qui étaient jusqu'à maintenant très souvent publiées comme locus desperatus, c'est-à-dire on met des petites croix comme ça, comme pour un tombeau. Et on met des mots entre, ou des syntagmes entre petites croix. Ça veut dire, là, excusez-moi, je déclare forfait. Et ben moi, je crois que j'ai compris des trucs qui étaient dans les petites croix parce que j'ai compris un peu autrement ce qui se passait à côté. Et j'ai même compris des choses. Vous savez comment ça fonctionne, un texte grec tel qu'il est édité. On a le texte et dessous, on a un rez-de-chaussée qui contient, quand c'est bien fait, les différentes leçons des différents manuscrits. Et puis les différentes corrections. Et on ne vous fait jamais croire que ce qui est une correction, c'est du texte.
Donc vous pouvez revenir au texte. Et puis quelquefois, les gens qui ont édité ont mal lu, même les manuscrits. Il faut revenir aux manuscrits. Mais je veux dire, il y a tout ce travail qui s'appelle un trafic philologique. Bon. Donc je crois que j'ai compris des choses que personne n'avait compris parce que j'ai effectué ce trafic. C'est pour ça que je m'appelle philologue. C'est parce que j'ai été regarder dans les manuscrits comment ça se passait. Et donc, du coup, ça m'a fait comprendre des choses que, je crois, personne n'avait compris. Mais on n'a pas besoin d'en faire autant. On peut... alors, c'est là où l'exemple... Parce que pour Aristote, il a fallu faire tout ça. Mais pour Parménide, non. Parménide, c'est le premier philosophe-poète dont Heidegger dit « Ah, c'est l'origine. » Bon. En lisant ces quelques vers, vous pouvez brûler toutes les bibliothèques. Très bien. Bon, et Heidegger a ceci de magnifique qu'il a remis, si j'ose dire, à la mode, il a remis à la mode philosophique ces textes d'origine, mais moi j'appellerais pas ça origine, mais disons ces textes essentiels. Et Parménide commence par esti, troisième personne du singulier du verbe être, est. Bon, quand on traduit c'est, ou quand on traduit l'être est, ou quand on traduit il est, ce que vous avez le droit de faire, parce que le sujet peut être contenu dans le verbe. En grec, par exemple, esti peut très bien vouloir dire il est. Ça peut vouloir dire aussi c'est le cas. Ça peut vouloir dire aussi il existe. Bon, très bien. Mais ça peut vouloir dire est. Et en l'occurrence, c'est est. C'est est parce que après arrive la manière dont on invente le sujet. Et une phrase de Parménide dans un autre fragment dit « Toéon esti », ce qui est, c'est l'étant. Le plus le participe présent. L'article plus le participe présent. Bon. Donc si vous avez dit « il est » au début, vous ne pouvez plus comprendre, ou « c'est », ou « l'être est », vous ne pouvez plus comprendre que l'un des trajets du poème, l'un de ces trajets essentiels, c'est de voir comment on invente la syntaxe même de la langue grecque. Comment on la marque, comment on passe du verbe à l'article, qui en grec à l'époque est aussi un démonstratif, donc un index, si vous voulez. Donc verbe, to, l'article touto, ceci, puis le participe, éon, et on arrive à une proposition du genre l'étant est. Et on a trouvé le sujet, to éon. Et quand est-ce qu'on sait qu'on l'a trouvé? On l'a trouvé parce que dessous, et c'est là où je trouve que Heidegger se plante gravement, c'est que pour lui, il n'y a rien dessous puisque c'est l'origine. Hein. Non, dessous, il y a Homère. Et le texte du fragment de Parménide qui énonce toéon pour la première fois en grec, toéon, l'étant, eh bien ce texte l'énonce entouré d'adjectifs qui sont ceux qui disent dans Homère, dans l'Odyssée, la manière dont se tient Ulysse attaché à son mât quand il passe au large des Sirènes. Dans l'épisode Ulysse au large des Sirènes, Ulysse, tous les marins se font normalement attirer par les sirènes et vont mourir, vont se noyer à leurs pieds, et lui, il se fait attacher à son mât et il met de la cire dans les oreilles des rameurs, de manière à ce qu'il ne se laisse pas emberlificoter par le chant des sirènes, séduire. Et donc, les mots qui disent Ulysse attaché à son mât, c'est empédon autoti mimno, je reste là, les pieds plantés solidement dans le sol, dans la limite de liens puissants. Bon. Ces mots-là, c'est les mots qui décrivent l'être chez Parménide, l'être, ou plus exactement l'étant. Au moment où on dit l'étant dans le poème de Parménide, en l'occurrence au fragment 8, eh bien, ce sont ces mots-là qui arrivent pour le décrire. C'est extraordinaire. Donc, vous voyez, on peut traduire bien, sans réinventer, sans aller chercher les rez-de-chaussée dont je vous parlais, mais simplement en ayant aussi les palimpsestes présents. Et un texte, c'est toujours un texte de texte. C'est ça que ça veut dire, texte. C'est tissu, c'est tissé. Un texte, c'est un texte de texte. Chaque fois qu'un texte est un grand texte, c'est toujours un texte de texte, qui a des textes dessous, même quand il est oral. Donc, voilà, pour moi, une bonne traduction,
c'est la traduction qui en saura le plus possible de tout ça, qui saura le plus possible quels sont les textes qui sont dessous, qui saura le plus possible comment est fabriquée une langue, sa grammaire, sa syntaxe, et qui en saura le plus possible sur la langue dans laquelle il traduit. Mais il y en a plein de bonnes, mais plus elles sont, j'allais dire informées, mais vous voyez bien, culturellement informées, plus elles sont stratégiquement informées, meilleures elles sont. Voilà. D'autres questions ? Monsieur. Bon, j'ai été très intéressé par votre exposé et ce que vous disiez concernant le globish qui est écrasé les langues et cultures de différents groupes humains a douloureusement retenti, résonné en moi, dans la mesure où ça s'est déjà produit en France avec les langues régionales, tout cet appauvrissement linguistique et culturel. Par exemple, ici, nous, en Provence, le provençal a quasiment disparu. D'abord la langue, et ce qui est plus grave après aussi, l'accent et la culture avec tous ces symboles, sa gestuelle et tout. Bon, on ne va pas épiloguer là-dessus. Je pense que si on regarde les choses de façon positive et pour entrer dans votre thème, ça laisserait beaucoup de place pour la traduction, pour faire coexister les langues locales et les langues dominantes, mais il est peut-être déjà trop tard. Non, il n'est pas trop tard. Je pense que, par exemple, l'une des tâches de Villers-Cotterêts, c'est ça. C'est de faire comprendre. Alors, je reviens à Villers-Cotterêts un instant, et ensuite je parlerai de Mistral. Villers-Cotterêts, vous savez, l'édit de Villers-Cotterêts par François Ier, il impose qu'on parlera français. C'est-à-dire que les jugements seront rendus en français. Ça veut dire une chose très intéressante, ça veut dire qu'ils ne seront pas rendus en latin. Et ça veut dire que, justement, vous, Provençal, comme vous, Lillois, du Schnorr, ben, à l'époque, vous auriez une chance de comprendre. Bon. Et c'est pour en comprendre plus, pas pour en comprendre moins. Même si, vous voyez, avec le fil du rasoir, ça peut se transformer en Abbé Grégoire, qui éradique les langues au moment de la Révolution, qui, pour faire en sorte que la nation française existe, éradique les langues, les patois, ce qu'il appelle les patois. Bon, donc ce que je veux dire, c'est que dès qu'on touche à la langue, c'est politique. Et non seulement c'est politique, mais il faut comprendre que ça verse d'un côté ou ça verse d'un autre. C'est comme ça que je parlais de la langue coloniale, qui peut aussi être un butin de guerre. Bon, voilà. Donc ça, c'est le premier type de réponse. Le deuxième type de réponse, c'est que, extraordinairement, le livre, quand Mistral a publié, pour la première fois, le provençal était du bon côté de la page. Quand il a publié son poème, le français était du côté traduit. Et le provençal était du côté langue originale. Donc, si vous voulez, ça, c'était un manifeste, j'allais dire, typographique, éditorial, etc., de l'importance du provençal comme langue. Et pas comme langue seconde, comme langue première. Et le français, bah, ensuite, c'était une langue de traduction. Donc voilà, je pense que, bon, vous avez raison de dire que la situation aujourd'hui n'est pas celle-là, mais je crois aussi que tout se... Non pas tout se rattrape, mais tout se transforme. Et qu'on peut attendre un certain nombre de transformations. Moi, j'habite en Corse, je ne parle pas corse, mais j'habite beaucoup en Corse, et je vois bien qu'il est en train de se passer quelque chose avec le corse, comme langue en train de se refabriquer, se rediffuser. On a le temps encore pour une ou deux questions. Oui, bonjour. Moi j'ai une question par rapport à la traduction et au début fut le verbe. Au début Fut le verbe. Dans la traduction biblique, je suppose. Ah. Et ça m'intéresserait d'avoir votre différentes lectures par rapport à cette traduction. Je ne connais pas, malheureusement, je ne connais pas le terme hébreu correctement. Verbum, c'est la traduction de Saint Jérôme. Logos, c'était la traduction de la Septante. Logos dont je vous ai parlé tout à l'heure. Ça a été traduit par logos en grec.
Et vous savez, ce sont les Grecs, ce sont les Juifs qui eux-mêmes ont demandé qu'on traduise en grec la langue de l'époque, la langue en koiné, enfin la langue répandue, le globish de l'époque, mais un peu plus fin que le globish, qui ont demandé qu'on traduise la Bible. Donc, déjà, dans ces deux traductions, logos et verbum, vous voyez la différence. Logos, alors, je voudrais il y a peut-être parmi vous quelqu'un qui parle hébreu, non? Il n'y a pas un hébraïsant? Bon, alors, je vais pas m'aventurer dans l'hébreu parce que je le parle, je suis en train d'essayer de l'apprendre. Mais logos grec, vous avez vu le tour d'horizon que ça donne, A sur B égale C sur B, jusqu'à discours et raison. Bon. La langue. Et quand on dit que Dieu est le logos, ça couvre tous les sens. Tous ces sens-là sont recouverts par la divinité de quelque chose qui dit tout, avec le discours, avec la parole. Et c'est ce qu'on traduit par la parole de Dieu. Verbum, le mot, en latin, ça a donné plutôt verbe, et même le verbe par différence avec le nom après. Donc, je ne sais pas vous dire grand-chose parce que je n'ai pas assez réfléchi. Si vous voulez, dans toutes ces choses-là, il faut un travail fou pour ne pas dire de bêtises. Et je ne l'ai pas fait. Une dernière question éventuellement, mademoiselle. Bonjour, donc du coup moi ma question ça serait, est-ce que vous pensez que le métier de traducteur tend à s'éteindre avec les nouvelles traductions automatiques? Tend à s'éteindre? Oui, peut-être. Ou quelles sont en tout cas les conséquences que ça aurait les traductions automatiques avec Google Traduction, Reverso, tout ça? Je ne crois pas que le métier de traducteur s'éteigne, je pense qu'il se transforme. Ça oui. Et bon, de toute façon, pour l'instant, il y a au moins deux sortes de traducteurs. Il y a les traducteurs qui travaillent sur les textes, et sur les textes les plus difficiles, comme les poèmes, dont vous avez vu ce que ça donne, hein, quand je le mets dans une traduction automatique. Et puis il y a les interprètes qui traduisent avec une rapidité extrême et qui sont techniquement entraînés pour un domaine de traduction. Bon. On peut imaginer que les traductions automatiques ou les traducteurs automatiques soient eux-mêmes entraînés dans un domaine de traduction, mais le problème c'est qu'ils ne sauront pas quand ils comprennent pas. Or, un interprète, en particulier par exemple au plus haut niveau, au niveau des chefs d'État, l'important c'est qu'ils comprennent quand il comprend pas, ou qu'ils comprennent quand il y a quelque chose d'un peu complexe à comprendre et qui se méfie. Il y a des histoires de traduction célèbres, si vous voulez, entre chefs d'État, du genre, je sais plus, j'oublie toujours, mais je tends mon pot à la... Ah oui, je tends mon pot à la... Je ne sais plus comment ça se disait, à la bonne suite de Mao Tse-tung, c'est je lève mon verre à la santé. Bon, je tends mon pot à la bonne, je sais pas quoi. Bon, si vous voulez, et ça, c'est un effet de traduction automatique. Bon, il n'y a que des. Donc, je pense, si vous voulez, que le métier de traducteur va devenir de plus en plus fin et de plus en plus déterminé par des domaines et des situations. Vraiment toute dernière question. Bonjour madame, j'ai une expérience très précise, très
très vive d'un rapport différent à deux traductions, puisque j'ai découvert Pessoa avec une traduction que j'ai trouvée chez Gallimard, je me souviens plus très bien. Et puis, il y a eu une proposition d'une deuxième traduction. Et ce que j'ai constaté en moi, c'est que la deuxième traduction, que je peux considérer comme étant peut-être meilleure que la première, ne me fait pas le même effet émotionnel que la première. Ce qui fait que je me demandais s'il n'y avait pas, parce que vous n'en avez pas pour le moment parlé, un rapport affectif, sentimental, émotionnel à une traduction plutôt qu'à une autre. Et dans quelle mesure, en fait, ce que vous avez pu lire de Lacan ou découvrir dans l'œuvre de Lacan pourrait vous avoir permis éventuellement de réfléchir sur l'ancrage inconscient de traductions ou de mots qui s'impriment en nous et qui nous feraient finalement nous rigidifier éventuellement sur une traduction plutôt que sur une autre et d'évoquer peut-être l'historicité pour chaque sujet de son rapport à des traductions. Oui, je pense que vous avez complètement raison. Moi, je sais que l'Odyssée d'Homère, je ne la supporte que dans la traduction Bérard. Tout le reste, je trouve que c'est, même si c'est parfois objectivement meilleur, très rarement, mais enfin c'est moins 1900, c'est moins... bon. Ça ne me parle pas du tout. Jacotet me dit rien du tout. Alors que Bérard, c'est immédiat. Mais c'est un peu comme Chanel 5, si vous voulez, pour moi. C'est-à-dire que bon, il y a les premiers... Et vous avez raison de faire appel à l'inconscient là. C'est le rapport subjectif à la trouvaille. On découvre Homère, on découvre Pessoa comme ça. Ceci dit, c'est pour ça que je maintiens qu'il y a plus d'une bonne traduction, c'est-à-dire que Pessoa, moi quand je le lis dans la traduction qu'on est obligé de citer, c'est-à-dire celle de Gallimard, et là il faudrait parler de la question des droits, on est obligé de la citer. Moi j'ai publié un livre sur Pessoa, c'est pas moi qui l'ai écrit, j'ai publié un livre sur Pessoa où on voyait à quel point cette traduction était pas bonne, hein. Et donc, on était obligé, on ne pouvait pas retraduire. On n'avait pas le droit de publier en retraduction. Donc, ce qu'on a fait, on a rusé, on a mis des notes, et on a dit, alors je vous propose la paraphrase suivante. Voilà. Et avec la paraphrase suivante, on pouvait montrer qu'est-ce qu'il y avait d'autre que la traduction reçue. Voilà. Donc c'est simplement, j'abonde dans votre sens, c'est-à-dire que chaque sujet a aussi sa propre histoire, des textes appréhendés. Merci infiniment Barbara Cassin, merci beaucoup.